Aujourd'hui on va parler des lasers. Ah, la petite lumière rouge qui rend fou les chats, qui épile définitivement, qui opère les yeux et les tumeurs, qui permet aux scientifiques de piéger des particules, ou le petit pointeur qui sert à crâner pendant un diapo. Ouais bon, ça sert aussi pour lire les CD, les DVD, les codes barres, etc. Et on peut même les utiliser pour mesurer la distance Terre-Lune. Waouh! Mais le mec qui a inventé ça, il a révolutionné la vie! T'imagines, on sait encore à remonter des cassettes au stylo. Le vrai héros qui a inventé les premiers lasers, c'est... Theodor Neumann. Il a réalisé la première émission laser en 1960 en utilisant un cristal de rubis. C'est de l'oxyde d'aluminium avec un peu d'ion chromium. Ouais, mais bon, il aurait rien trouvé sans Albert Einstein qui a découvert l'émission stimulée en 1917 et Alfred Kastler qui a compris le principe du pompage optique en 1950. Et au fait, ça veut dire quoi, laser? Light amplification by stimulated emission of radiation. Et la traduction? Amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Bon, en gros, c'est une boîte noire avec un miroir de chaque côté et un petit trou d'un côté pour laisser sortir le faisceau laser. Dans la boîte, il y a ce qu'on appelle un milieu actif. Au départ, on envoie dans la boîte quelques photons. C'est des petits paquets d'énergie qui, mis ensemble, forment un faisceau lumineux. Ce faisceau lumineux est ensuite amplifié par le milieu actif, et pouf, ça fait un faisceau laser qui sort de la boîte. Ouais, bon, ok. Tu pourrais être un peu plus précise? Ouais, alors ça c'était la version courte. Voilà la version mi-courte. Le milieu actif, c'est un ensemble d'éléments actifs, comme des atomes, des ions, des molécules, des électrons dans un semi-conducteur, etc. Chaque élément est un objet quantique dans un certain état quantique. Cet état est caractérisé par une énergie E, un degré de dégénérescence G, c'est-à-dire un nombre maximal d'éléments pouvant se trouver dans cet état, une densité de population ρ, c'est le nombre réel d'éléments par unité de volume se trouvant dans cet état, et un temps de vie tau, qui représente le temps moyen pendant lequel un élément reste dans cet état. Mais du coup, s'il existe un temps de vie, ça veut dire que l'élément, il peut quitter cet état quantique pour aller dans un autre état? Oui, c'est exactement ça. Il y a 3 processus qui peuvent permettre à un élément de changer d'état. L'absorption, l'émission spontanée et l'émission stimulée. Pour mieux comprendre, on va considérer un système super simple. Un atome qui peut prendre 2 états différents qui correspondent à 2 niveaux d'énergie différents. Un niveau de basse énergie E1 et un niveau de haute énergie E2. Et on rajoute à ça un photon. Pour rappel, c'est un petit paquet d'énergie qui constitue la lumière. Mais ce photon, c'est pas n'importe quel photon, c'est le photon. Yeah. Il a une énergie pile poil égale à l'écart d'énergie entre les deux niveaux, E2 moins E1, et ça, c'est super important, sinon tout ce qu'on va expliquer après, ça marche pas. Donc, ces 3 processus pour la transformation de l'atome. D'abord, l'absorption. Au départ, l'atome est sur le niveau d'énergie E1. Et là, poum, le photon arrive, et fioup, il se fait absorber par l'atome. L'atome a donc gagné pile l'énergie qu'il lui fallait pour passer au niveau supérieur d'énergie E2. Mais attends, en physique, il faut pas toujours avoir l'énergie la plus faible possible pour que ce soit stable? Mais du coup, ton atome là, il est dans un état excité instable, non? Oui, et c'est là qu'interviennent les 2 autres processus qui vont le ramener dans l'état de plus basse énergie E1. L'émission spontanée. Là, au départ, l'atome est dans l'état de haute énergie E2, et il va spontanément se désexciter pour retourner dans son niveau favori E1. Spontanément, ça veut dire qu'il le fait tout seul, comme un grand, sans aide, juste parce qu'il a envie. En se désexcitant, il perd de l'énergie, mais cette énergie, elle peut pas juste disparaître. En fait, elle va être émise sous la forme d'un photon d'énergie E2 moins E1. Dans ce processus, puisqu'il n'y a rien qui a provoqué le changement d'état et donc l'émission du photon, le photon, il part dans la direction qu'il veut. L'émission stimulée. Bon, là, le principe est presque le même. On part encore une fois d'un niveau E2 pour passer dans le niveau E1 en émettant un photon. Sauf que cette fois, tout ça est provoqué par l'arrivée du fameux photon initial super important d'énergie E2 moins E1. Et ça change tout, parce que cette fois, le photon émis est identique au photon incident. Ça veut dire que les deux ont la même énergie E2 moins E1, la même phase, la même polarisation, et qu'en plus ils partent dans la même direction. Et ça, c'est la base de l'émission laser. Donc, si on compte bien, on a combien de photons au départ? 1. Et on en a combien d'identiques à la fin? 1 plus 1, 2. Et donc grâce à ce processus d'émission stimulée,
On a donc amplifié le faisceau lumineux incident. Pouah, trop fort. Bon, mais c'est pas fini là, non? C'est pas avec juste quelques photons qu'on va faire un faisceau laser. Et puis quand bien même, quand t'allumes ton pointeur, c'est toi qui décides quand tu l'éteins, alors que là, au bout d'un moment, tous les atomes sont dans le niveau le plus bas et n'émettent plus de photons. Oui, maintenant il faut faire en sorte que ce processus d'émission stimulée se fasse en boucle. Et pour ça, il faut réussir à créer ce qu'on appelle une inversion de population. Inversion de population, c'est quand il y a plus d'atomes dans le niveau de plus haute énergie E2 que dans le niveau de plus basse énergie E1. C'est l'inverse de l'état d'équilibre thermodynamique habituel. Et donc pour que cette inversion de population soit un état d'équilibre, il faut introduire une source qui va venir exciter les atomes quand ils sont dans l'état de basse énergie et les ramener dans leur état de haute énergie. C'est pour ça qu'un laser fonctionne branché ou avec une pile. Mais ça marche avec n'importe quel atome? Non, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son milieu actif. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec un système avec 2 niveaux d'énergie accessibles, la source apporte des photons d'énergie E2 moins E1 qui vont être absorbés par l'élément se trouvant sur le niveau E1 et induire ainsi une transition du niveau 1 au niveau 2. C'est le principe du pompage optique. Et si on se souvient bien de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le pompage optique va aussi induire une transition du niveau 2 vers le niveau 1 par émission stimulée. Et en plus, il y a aussi un peu d'émission spontanée qui provoque une transition du niveau 2 vers le niveau 1. Donc, si on réfléchit un peu, on se rend vite compte qu'il est impossible d'avoir une inversion de population avec ce système à 2 niveaux. Et pas d'inversion de population, pas de faisceau laser. Ah ouais, je me disais aussi que c'était trop facile. Non mais t'inquiète, il faut pas rajouter grand chose pour que ça marche. Si on prend maintenant un système à 3 niveaux d'énergie, comme un milieu actif contenant des ions chromium dans le laser au rubis de Theodore Meyman, pouf, ça marche. Enfin, il y a quelques conditions quand même. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'éléments par unité de temps passant du niveau 3 au niveau 2 que passant du niveau 3 au niveau 1 ou du niveau 1 au niveau 3. Comme ça, la plupart du temps, dès qu'un élément arrive sur le niveau 3 par absorption d'un photon de la source, pouf, il va direct sur le niveau 2 sans avoir le temps de redescendre sur le niveau 1. C'est ça, et ensuite, une fois sur le niveau 2, il est tranquille. Enfin, jusqu'à ce qu'un photon d'énergie E2-E1 arrive. Et là, c'est l'émission stimulée. Le photon incident pousse l'élément à redescendre au niveau 1 en émettant un photon identique. Et si on regarde les équations, on voit qu'on a bien une inversion de population à l'état d'équilibre si les éléments passent plus rapidement du niveau 1 au niveau 3 que du niveau 2 au niveau 1. Résultat, avec le bon milieu actif, tant qu'on n'éteint pas la source, on amplifie le faisceau lumineux avec des photons tous identiques qui partent dans la même direction, exactement ce qu'on veut pour faire un laser. La transition de 2 vers 1 qui produit ces photons est donc appelée la transition laser, et la différence d'énergie E2-E1 correspond à la longueur d'onde et donc à la couleur du laser. Leur lien est E égale H, C sur lambda. H, c'est une constante, la constante de Planck. C, c'est la vitesse de la lumière, et lambda, c'est la longueur d'onde. Et si on prend un système à 4 niveaux, c'est encore plus facile d'obtenir une inversion de population. Bon, mais avec un seul passage dans la cavité, ça suffit pas pour avoir assez de photons et produire un faisceau continu. Pour amplifier suffisamment le faisceau, il faut maintenant lui faire plusieurs allers-retours dans la cavité, et c'est pour ça qu'il y a 2 miroirs des 2 côtés, et un petit trou pour faire passer une partie des photons. C'est par là que sort la lumière. Si on prend 2 miroirs plans, c'est super dur à aligner parfaitement, et avec le moindre défaut d'alignement, hop, le faisceau s'enfuit. Alors que si on prend des miroirs de forme sphérique, c'est beaucoup mieux. Bon, et le faisceau laser qui sort de la boîte, il ressemble à quoi? Il a des jolies formes bien cintrées au niveau de la ceinture. Si on regarde les équations de Maxwell, qui décrivent l'évolution des ondes électromagnétiques comme la lumière dans un milieu, on voit que la solution de mode 0 donne un faisceau laser gaussien qui a cette forme. Il s'amincit, puis il s'élargit en formant de jolis contours paraboliques. Ce faisceau est caractérisé par un waist, ou un rayon pour les francophones, c'est l'endroit le plus étroit, une position du waist, et une amplitude du champ liée à l'énergie transportée par le faisceau. Et comme on l'a dit précédemment, le faisceau est monochromatique. Il y a une seule longueur d'onde, et donc une seule couleur, contrairement aux lumières blanches des ampoules. Et s'il y a une solution de mode 0, c'est qu'il y a d'autres solutions pour d'autres modes? Oui, en fait, il y a une infinité de solutions aux équations, qui correspondent à différents modes. On a vu le mode gaussien, mais il y a aussi le mode Laguerre-gaussien par exemple, qui est assez peu observé parce qu'il est très dur à réaliser, il faut une géométrie parfaitement cylindrique. Ou il y a le mode Hermite-gaussien, qui est plus facile à réaliser. Et pour chaque mode, la répartition spatiale du champ électrique est différente, et donc ça fait plein de formes différentes. Waouh.